Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue sur ce webinaire de BMC. Je m'appelle Fred Lesso et je fais partie de l'équipe d'avant-vente de BMC en France, mais je m'occupe aussi des avant-ventes sur l'Europe du Sud. Alors aujourd'hui, vous avez de la chance, nous allons passer ensemble à peu près 40-45 minutes, 50 minutes, je ne sais pas exactement, peut-être un peu plus en fonction des questions que vous allez poser dans le chat. Alors, notre sujet du jour, on va parler un peu DataOps et puis on va surtout parler des nouveautés de la prochaine version de Control-M, enfin du premier Fixpack, je devrais dire. On va aussi parler un peu de CyberArk et de MFT Enterprise. Et pour m'accompagner, j'ai l'honneur de vous présenter Mathieu Petit, donc, qui est mon complice de l'équipe avant-vente, qui s'occupe en tant qu'avant-vente de la France et des comptes finance, principalement banque. Alors on est ravis d'avoir autant de monde, hein. Il y a beaucoup de gens connectés aujourd'hui. Donc visiblement, parler des nouveautés de Control-M et de DataOps, ça attire les foules, tant mieux. Ce webinaire est enregistré. On pourra je le posterai sur YouTube sur la page Control-M France quand on aura le fichier. Donc si vous avez envie de revoir nos brillantes prestations, pas de souci. Ce sera disponible en replay d'ici quelques jours. N'oubliez pas, vous pouvez poser des questions dans l'interface de Teams à tout moment. On y répondra soit à la volée, soit en fin de présentation. Ça dépendra de la complexité de la question. J'interromprai Mathieu si besoin. Alors soyez pas timide, hein, c'est le moment de tout nous demander, ou presque, presque, presque. Et donc je vais passer la main à Mathieu. Alors Mathieu, oui, je vois tes slides, on est bon. C'est à toi. Ok, donc rebonjour. On va commencer par la partie DataOps. Alors j'ai cherché sur le web la définition du DataOps. C'est difficile d'en trouver une qui fait moins de 4 lignes. Selon moi, c'est un ensemble de méthodes et pratiques qui visent à améliorer le traitement et l'exploitation des données. Bon, ça c'est assez générique, mais si on regarde le manifesto, le manifeste du DataOps, nous on s'intéresse au point numéro 10, c'est l'orchestration. Donc le but de l'orchestration du DataOps, c'est d'avoir une vision de bout en bout. Je vous montrerai un pipeline dans le slide suivant. Donc c'est-à-dire de l'extraction des données jusqu'à leur livraison, mettre en relation les différents outils data, et aussi, selon moi, ce qui est important, c'est faire du lien, de la collaboration entre toutes les équipes. C'est-à-dire entre l'idée du métier, le développeur, jusqu'au pilotage de la production. euh, Control M permet de créer cette collaboration et ce lien. Alors effectivement, je t'interromps juste 2 secondes. Même encore sur le terrain, on est encore un peu étonné de voir que les équipes DataOps font leur tambouille dans leur coin, même si le DevOps est quand même, je trouve, très avancé en termes d'adoption. Il y a encore des applications qui sont livrées avec de la gestion de la donnée, avec une automatisation qui est faite par Airflow ou Google Composer ou des trucs à droite à gauche, j'ose pas citer la cron tab, même si c'est le cas. Et ça part en production et quelque part la prod est obligée de remettre tout ça à la sauce du scheduler d'entreprise qui a été choisi. Alors pour nous évidemment c'est Control-M, mais ça peut être autre chose que Control-M. Et le fait d'avoir ce travail de réintégration des automatisations dans un outil d'entreprise, bah, ça consomme pas mal de temps en fait, hein. C'est ça, Mathieu. Oui. Donc là, dans l'audience, il y a une majorité d'administrateurs de Control M ou de gens des opérations. Il y a peu de développeurs, je suppose. Donc si on se met à la place du métier, donc là c'est un Chief Data Officer, donc c'est quelqu'un du business qui traite les données, donc une application de données. Qu'est-ce qu'il veut ce monsieur-là ou cette dame? Ben, il veut déjà que les données qu'il livre soient correctes, qu'apportent de la valeur à l'entreprise, d'accord? Il veut aussi travailler sur des outils modernes, pas sur des vieux produits des années 80, d'accord? Euh, donc il veut aussi avoir une vue, orchestrer le pipeline de bout en bout, avoir une vue globale. Il veut aussi avoir accès à toutes les intégrations aux outils modernes. On voit sur le marché, chaque mois, il y a une nouvelle techno. Donc il veut pouvoir facilement utiliser ces technologies. Et la gouvernance et la compliance, c'est-à-dire
Plutôt que de faire un script avec le user et le mot de passe en clair, c'est moche. Donc il veut un outil qui lui permette de gérer cette sécurité-là, avec des coffres-forts par exemple, de la gouvernance, de la compliance, c'est-à-dire de l'audit, auditer les changements, les actions, et aussi archiver tout ce qui est log et output de job. D'accord? Donc là, vous avez reconnu les différents composants de contrôle M, l'audit qui est intégré, l'archiving, la construction des workflows et puis toutes les intégrations que je vais développer bientôt. On peut rajouter à ça évidemment la gestion des SLA parce que c'est pas le tout de transférer de la donnée ou de la mettre à jour. Il faut que ce soit fait dans des dimensions temporelles qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Bah, du coup, effectivement, avoir un job BIM en bout de chaîne, ça peut être quand même très pratique. Je rajoute aussi, excuse-moi Mathieu, qu'on nous demande très régulièrement des conseils sur l'intégration de tout ce qui est automatisation et donc de contrôle M avec la supervision, donc la remontée d'alarme en cas de, de débordement temporel face à un SLA ou juste pour avoir une alarme si un job plante. Et donc on a plein de scripts et plein de capacités de le faire maintenant au travers de l'invocation d'API ou avec juste ce qu'on utilise généralement dans contrôle M qui est le scène d'alarme to script, qui permet de faire beaucoup de choses. Et récemment, on a fait aussi des implémentations dans des environnements de démonstration de l'intégration de contrôle M avec Biome. Donc si vous êtes utilisateur de Biome de BMC, n'hésitez pas à vous tourner vers nous, on saura en parler, même le démontrer lors d'une présentation. Pardon Mathieu, vas-y, je te laisse continuer. Donc cette application métier, ce qu'elle souhaite, c'est avoir des workflows qui ressemblent à ça. C'est-à-dire on commence par récupérer les données, les uploader, donc les transférer vers un data lake, donc là où il y a toujours des personnes qui arrivent, ok. Donc on transfère les fichiers vers un data lake, enfin la source des données. Donc c'est très important que dans un workflow, on puisse intégrer un job de transfert de données, plutôt que d'avoir un outil à côté qui est pas forcément lié au reste. Donc imaginez les parties de ping-pong entre les jobs et puis les tâches de transfert de fichiers si c'est pas intégré. Donc ensuite, on traite les données, je mets l'animation en haut, ce sera plus joli, on traite les données, et tout à la fin, on a la livraison des données. Parce que c'est bien de les traiter, mais les utiliser, c'est encore mieux, d'accord? Donc il y a deux exemples ici, on les livre à un data scientist, à des décideurs. Donc QuickSight, c'est l'équivalent d'un Power BI chez Amazon. Donc là, ici, ça peut être Tableau, ça peut être Power BI, un Grafana, pourquoi pas. Et puis à droite, il y a l'IA générative, c'est-à-dire on livre des données à un modèle de machine learning. Donc pour que ce modèle d'IA générative soit très performant, il faut l'alimenter avec des données en permanence. D'où l'idée du pipeline pour alimenter ce modèle et l'entraîner tous les jours. Alors, Évidemment, en bout de oui, chaîne, le job SLA, c'est intégré à contrôle M, ça vous garantit la livraison des données en temps et en heure, parce qu'il va monitorer, ce job SLA va monitorer le bon déroulement du pipeline et vous prévenir bien en avance, de façon proactive, si jamais il y a un retard potentiel de livraison des données. Voilà. Sur le slide, on a beaucoup mixé de technologies. Enfin, le slide est relativement orienté à AWS. Enfin, il y a du S3, il y a du Glue. Enfin, le Glue, c'est aussi de l'AWS. Il y a de l'Amazon EMR, du QuickSight et compagnie. Le fait est qu'avec Azure, on serait capable de faire totalement la même chose, ou avec du GCP, on ferait pareil aussi, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, et même on-premise, hein, sans parler de cloud public, parce qu'on a le contrôle module Big Data avec le Hadoop on-prem si besoin. Bah, il y a la base de données Oracle qui est représentée Exactement. sur le premier job, c'est du on-prem, ça peut être du on-prem. On pourrait rajouter du SAP dans la boutique, ça ne poserait pas du tout problème. Donc gardez en tête que le slide présente un état des lieux, mais qu'on peut le mixer avec d'autres fournisseurs de cloud public ou d'autres technologies. Donc je disais qu'il y a une nouvelle techno qui sort tous les mois à peu près, d'où il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, depuis janvier 2022, les premières publications de l'intégration Factory, qui est une nouvelle équipe au lab, qui produit deux à trois nouvelles intégrations chaque mois.
Donc ça permet davantage d'agilité, plutôt que d'attendre un Fixpack, une nouvelle version avec un nouveau contrôle module. Donc là, c'est livré très rapidement, avec vos inputs à vous. Donc vous pouvez nous remonter vos demandes d'intégration ou les faire vous-même. Là, il y a un petit exemple avec Micro Focus et AWS M2 là, pour la modernisation du mainframe et la collaboration. Pourquoi? Donc vous, en tant qu'opérationnel, administrateur d'un scheduler, quand vous avez une demande de la part du métier, est-ce que je peux faire un job tableau? Est-ce que je peux faire un job Azure Data Factory? Vous répondez tout de suite, oui, bien sûr. On a ça en magasin. C'est prêt, vous pouvez le faire dès maintenant. Et d'ailleurs, vous avez accès à tous les types de jobs hein, depuis votre contrôle M. Donc, on va remonter dans le temps. Qu'est-ce qui est sorti depuis nos derniers BMCD? Il y a beaucoup de cloud public, mais pas que. Là, vous reconnaissez Terraform pour monter les plateformes à la demande et les détruire. Il y a du Tableau, DBT, Airbyte, tout ça en plus du cloud public. Et Micro Focus, c'est sorti, je crois, un petit peu avant. On va continuer. Après janvier 2024, alors ça se chevauche un petit peu au niveau de janvier 2024. On a eu le nouveau AWS Lambda. Donc historiquement, on avait un contrôle module AWS qui va être décommissionné parce qu'il ne permet pas les dernières authentifications les plus modernes sur AWS. Donc AWS Lambda a été refait, AWS Functions aussi. On a Oracle Cloud qui arrive. Donc là, OCI-VM, c'est la création, la destruction, l'arrêt des VM dans Oracle Cloud public. Jenkins, qui est bien connu dans les CI/CD DevOps. Il était communautaire, il est devenu officiel maintenant. Encore Oracle Cloud avec Data Intégration, AWS SNS et Simple Notification Service, AWS SQS et Simple Queuing Service. C'est ce qu'utilisait SQS sur notre plateforme SaaS Helix. GCP Cloud Run, c'est pour faire tourner les conteneurs chez GCP, Apache Nifi, et le Talend aussi a été modernisé. Il existait déjà le Talend, le connecteur Talend, mais là c'est avec une nouvelle méthode d'authentification. Pour plus de sécurité. Un petit disclaimer, parce que maintenant on va passer à ce qui va être la roadmap, donc après juin. Donc évidemment, il n'y a pas d'engagement, hein. Parce que selon les demandes des clients, selon les clients qui sont prêts ou pas à être en phase bêta, il y a souvent un décalage d'un mois ou deux, donc c'est pas un engagement, hein, ces intégrations-là, c'est date de sortie. Par contre, bon, OCI Data Yarn, c'est déjà disponible, donc c'est la partie machine learning chez Oracle Cloud. Google Cloud Composer, c'est la déclinaison d'Airflow chez GCP. Et puis dans ce qui va sortir, il y a la gestion des conteneurs chez Azure, encore de l'Oracle Cloud, avec Dataflow et Functions. Alibaba, avec la partie VM et fonctions. Et puis DataStage. Alors historiquement, on avait un contrôle module DataStage, donc il va être refait. C'est bien ça, Fred? On avait Je crois, oui, c'est ce Ouais. dont j'ai entendu parler. Ouais. Et effectivement, on avait précédemment déjà un contrôle module pour DataStage, mais là, effectivement, on le refait proprement. DataStage étant l'ETL d'IBM, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Oui, c'est une fois de plus pour s'intégrer dans la partie données. IBM, à travers cette solution-là, mais ils en ont d'autres aussi dans le catalogue, ont un rôle important à jouer dans cette partie-là. Et il était important qu'on ait la connexion avec ce type de solution. je crois que même Cognos sera refait un jour, hein. Mm. Donc c'est très populaire ces intégrations. Voilà là un peu le hit parade des téléchargements. Donc il y a beaucoup d'Azure, du Power BI, du Power BI, ça il y en a un peu partout dans les entreprises. Informatica. UiPath, c'est la partie robotique process automation. Et si vous cliquez sur ce petit lien, je vais vous montrer un petit peu où on atterrit. Vous allez sur une page avec la liste des intégrations et l'explication de ces intégrations.
Alors, je vais y aller. Si je retrouve la page. Alors juste pendant que tu cherches le palmarès des téléchargements, effectivement, vous avez les téléchargements des 10 principales intégrations qui ont été créées par l'Integration Factory, pardon. Le fait est que d'un pays à l'autre et enfin, d'un marché à l'autre, je dirais, en France, il se trouve qu'Azure a beaucoup d'importance. Aux États-Unis, ce sera probablement plus AWS. Euh, dans d'autres régions, GCP a plus le vent en poupe. Donc bon, le top 10 vous donne un indicateur des intégrations les plus utilisées. Ça ne veut pas forcément dire que celles qui sont en dessous du top 10 marchent moins bien ou qu'elles ont moins la cote. L'important, c'est qu'elles aient un sens dans votre production et qu'elles aient trouvé un écho dans vos cas d'usage. Mm. Vas-y, Mathieu. Donc cette page des intégrations, vous pouvez filtrer, par exemple, Azure. Vous avez la liste des intégrations Azure. Et ceux qui en font de l'Azure Data Factory ou Databricks, vous voyez, quand il y a une nouvelle version qui apparaît, donc c'est une 4e version, il y a 1.0.0.4, d'accord? Donc vous cliquez sur Watch Page, comme ça, quand il y a une nouvelle publication, vous êtes notifié immédiatement. Et quand vous cliquez sur une intégration, vous pouvez voir ce qu'elle fait. Parce que certes, on a l'intégration, mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous cliquez dessus, par exemple Power BI, et vous verrez que l'intégration fait du dataset refresh, ça c'est classique, mais aussi du pipeline, du déploiement de pipeline. Donc c'est intéressant de voir les différents types d'actions qu'on a dans chaque intégration. Le fait est que l'équipe qui s'occupe de tout ça, c'est pas une petite équipe, hein. On a largement une dizaine de personnes, voire plus, qui sont à plein temps sur l'Integration Factory, avec, comme l'a montré Mathieu, une roadmap, des demandes qui sont remontées des clients. Donc, je répète les choses, mais une fois de plus, si vous avez une techno qui vous intéresse et pour laquelle vous avez beaucoup de cas d'usage et que vous souhaiteriez avoir une intégration créée par l'Integration Factory, n'hésitez pas à revenir vers nous. Évidemment, on aura peut-être besoin d'un coup de main parce que si on veut créer une intégration, ben, il faut qu'on ait accès à la technologie en question. Mais c'est faisable. On peut s'interfacer, faire le passe-plat avec les labs, avec l'Integration Factory et aider à la création d'un nouveau type de job. Donc je vais passer à un autre sujet maintenant, c'est la partie Workflow Insight avec une nouveauté qui date de fin février déjà. Donc un petit rappel sur Workflow Insight. Voilà, le dernier qui est apparu en 21.1, User Actions. Donc ce sont des 9 dashboards préconstruits. Avec derrière, c'est de l'Elasticsearch et du Kibana qui vont faire de l'agrégation des données qui viennent de Control-M et les présenter. C'est-à-dire que chaque fois, dès que quelque chose se passe sur Control-M, Elasticsearch va consolider ces données-là. Donc le premier Workflow Health, c'est du reporting plus. Vous pouvez voir le taux de réussite de chaque application, de chaque type de job. Vous pouvez comparer par exemple le premier trimestre 2023 avec le premier trimestre 2024 pour voir si vous êtes sur la bonne pente ou non, si votre prod s'améliore. Ou alors vous savez qu'à telle date, vous avez intégré une nouvelle entité et vous voyez que votre taux de réussite diminue un petit peu. Comme ça, vous pouvez tout leur mettre sur le dos. D'accord? Donc les 8 autres dashboards, ils présentent des données agrégées, c'est davantage pour optimiser votre production. D'accord? Par exemple, SLA Management Service va vous montrer les SLA les plus à risque. Et en cliquant, en creusant, vous allez trouver le job qui impacte de façon négative le SLA. Vous pouvez y remédier avant que ce soit la catastrophe. Idem pour les autres. User Action, c'est le dernier qui est sorti. Donc vous avez bon là si j'ai fait une copie d'écran avec le camembert, vous avez les différents types d'actions. Donc c'est intéressant de voir pour une application, si vous avez par exemple 50% de rerun, là il y a un os quelque part dans cette application, c'est mal fichu. D'accord? Ça fait beaucoup d'actions manuelles, donc il y a moyen, vous en déduisez qu'il y a moyen d'automatiser davantage. Donc analyser les applications qui demandent le plus d'intervention, qui a fait quoi, depuis quel outil, parce que vous savez, si l'action a été faite par l'API,
par le client lourd ou par le client web. Donc si vous voulez décommissionner vos clients lourds, bah, vous pouvez voir les derniers clients lourds qui sont installés dans votre parc et les retrouver. Et surtout trouver les personnes qui l'utilisent encore. Enfin, je me Ouais. projette pour la vie. Hashtag les amoureux de Citrix, on vous connaît. Hein. C'est pas la peine de. Vous pouvez rester dans l'anonymat. On sait que vous êtes là. Donc la nouveauté en 21.200, c'est le Data Exporter. On nous avait posé la question plusieurs fois à chaque présentation de Workflow Insight. Il y a des beaux dashboards, mais est-ce qu'on peut récupérer les données pour les faire consommer à d'autres, sous-entendu, d'autres applications de BI, d'accord? Donc c'est possible maintenant. Donc voilà la commande, ça se fait par l'API. Hein. Vous avez 3 commandes au niveau de l'API. Donc vous mettez enable, vous le mettez en route, et vous spécifiez le chemin donc d'un file system où les CSV vont être, vont Stocké, être produits. téléchargé. D'accord? Exactement. Donc vous dites, j'ai 9 dashboards. Donc là, j'extrais les CSV pour les dashboards de mon choix, les exécutions, mise à jour des définitions, les SLA, user action. Donc vous choisissez les CSV à produire, la fréquence de génération des CSV, etc. Donc ça ressemble à ça chez nous. Donc ils sont créés sur un file system de l'EM distribué, d'accord? Là où se trouve Workflow Insight. Et ensuite, on a un petit job MFT qui les transfère sur un bucket S3. Comme ça, ils sont visibles par tout le monde parce que nous n'avons pas accès à nos contrôle M serveurs et c'est tant mieux. Est-ce que, une petite question vicieuse et technique, je suis désolé Mathieu, je te prends un peu au débeauté. Est-ce que cette fonction de l'API est déjà disponible pour BMC LX Control M ou non, pas encore? Non, parce qu'il n'y a pas pour LX Control M, il n'y a pas de Workflow Insight. Il y Pas aura un encore. Workflow Insight as a service, comme l'archiving as a service, mais Ouais, tout ça, c'est de la roadmap. Hein. ouais, tout à fait. J'en profite pour demander à l'auditoire si vous êtes utilisateur de BMC LX Control M, on est actuellement en train de faire les phases bêta de l'archiving. Et si vous souhaitez y participer, il suffit de nous contacter et on vous mettra en contact avec les bonnes personnes pour tester donc l'archiving pour BMC LX Control M. Pardon Mathieu. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est un CSV par jour et vous voyez les tailles. Donc c'est incrémental. Hein, donc il n'y a pas de données redondantes. Donc les fichiers n'ont pas la même taille. Ça dépend de l'activité qu'on a. Donc sous-entendu que ces CSV, vous pouvez les donner et les faire consommer par d'autres produits de BI. Hein. Je ne vais pas les nommer, mais Si vous êtes fanatique de Splunk, il y en a. il y en a, on en connaît. Donc bah, vous avez, par exemple, pour ce type de CSV, hein, la date, la durée, le contrôle M serveur, l'heure de début, l'heure de fin. Enfin, si on regarde toutes les colonnes à droite, il y a l'application, la sous-application, la commande lancée, etc., etc. OK pour cette partie-là? Ça me paraît clair. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas dans le chat. Je surveille le chat en parallèle de la présentation de Mathieu, donc si vous voulez, on pourra vous répondre. Un petit retour sur l'API. Donc, premier sujet, ce sont les workshops. Il y en a pas mal parmi vous qui avaient suivi des workshops il y a peut-être un an. Donc, on avait fait dans ces workshops à la Défense, dans nos locaux, avec déjeuner offert, j'insiste, du job as code, les commandes pour faire le monitoring, pour démarrer pour charger les JSON et les exécuter, les deploy descriptors pour faire les promotions d'un environnement à l'autre, la gestion des secrets pour cacher les mots de passe dans les profils de connexion. Ça, on peut le refaire, pas de souci. Et on en a un nouveau en préparation. Alors, je pense que vous aurez les prémices le 24 septembre. Je vais revenir là-dessus. Donc, il serait plutôt typé DataOps avec une touche de job Kubernetes et surtout des jobs data pour traiter la data. Donc, c'est en préparation parce qu'au niveau des labs, c'est un petit peu plus complexe à monter. Mais on espère pouvoir le faire à l'automne. Sachez qu'on essaye de limiter la quantité de place à 12 personnes, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut venir avec son PC, on a une salle, on a un vidéoprojecteur, enfin il y a un certain investissement du côté de BMC. Donc si ce genre de choses vous intéresse, on peut le faire à la Défense,
très bien. Auquel cas, faites-nous signe, une fois de plus. On peut le faire aussi dans vos locaux, si vous jugez que vous avez assez de personnes qui sont intéressées par Control-M, les API, etc. À ce moment-là, on vient chez vous, on vous emprunte une salle, on vient avec le contenu et même des machines virtuelles distantes pour permettre les ateliers et on l'exécute directement chez vous. Donc c'est à négocier, il suffit de nous contacter et on parle de la faisabilité. Oui, avec Olivier, on était prêt à aller à Marseille pour des clients, ou je sais que dans l'auditoire, il y en a qui sont pas loin de Chambéry, donc on peut aussi se déplacer à Chambéry. Dès qu'il y a 3-4 personnes pas à former, mais Informé. bon, à aider à mettre en place tout ce qui est API, APIisation, ça nous intéresse. Donc, quelles sont les news de l'Automation API? Vous voyez, la dernière version, c'est 21.300. Même si Control-M 21.300 n'est pas encore sorti, l'API est déjà prête. Alors, tout ne fonctionne pas. Par exemple, vous voyez la gestion des vaults, vous pouvez déjà faire du CyberArk par l'API. Mais si vous n'avez pas un Control-M 21.300, évidemment, ce sera inefficace. Donc pour revenir aux dernières nouveautés de l'API, il y a la gestion de la haute disponibilité au niveau de l'EM, donc bascule de l'EM, idem pour le Control-M serveur. Donc on provoque la bascule, on revient en mode nominal. Tout ce qui est Control-M serveur, donc répliqué de database, c'est dans le cas où vous utilisez la base embedded Postgre, etc. Donc à quoi ça ressemble quand vous êtes sur la page Control-M, voilà celle-ci. La documentation Control-M, voilà. Donc vous avez toute la doc en ligne de Control-M, la doc Elix Control-M, et ici vous avez Automation API, d'accord? Vous cliquez dessus, What's New, et vous avez la liste de ce qui a été implémenté dans cette version, en mai 2024, d'accord? Donc tout ce qui est dans le CCM, donc l'interface d'administration, le client lourd CCM, maintenant vous pouvez le faire par l'API. Mettre en pause la soumission des jobs, par exemple. Reprendre la soumission des jobs, etc. Vous regarderez par vous-même hein, les nouveautés. C'est la partie certainement la plus vivante de Control-M, vu qu'elle est mise à jour tous les mois, avec des corrections et des ajouts. Donc il y a beaucoup d'évolution, on va dire. J'ai perdu mon slideshow, excusez-moi, je reviens dessus. Voilà. Là, tu es dans Non, Control-M. ouais, je suis dans Control-M. Un petit instant, je fais repartir le slideshow. Ok. Voilà. C'est bon, on voit ton slide. Oui. Donc j'ai parlé il y a une minute de CyberArk, donc ce sera la nouveauté de 21.300, la grosse nouveauté, parce que l'intégration CyberArk, on en entend parler depuis X années. Donc pour 21.300, donc disponible le 1er septembre. Bon, c'est de la roadmap et là on l'a déjà vu en démo, donc je pense que on l'aura vraiment le 1er septembre. C'est pour tout ce qui est job MFT, donc pour les comptes FTP, les comptes SFTP. On pourra aller chercher les mots de passe, tout ce qui est secret dans CyberArk. Et aussi pour les jobs de type application intégrator. Tous les jobs data que j'ai montrés, donc tout ça, ce sera disponible. Donc le coffre-fort CyberArk pourra être utilisé pour stocker les secrets. Sachant que CyberArk est probablement, de tous les clients auxquels on a eu affaire, la solution la plus implémentée en France. C'est le Vault numéro un. Après, il y en a d'autres, évidemment. C'est ça qui a été très difficile pour les labs, c'est de faire un choix et de se dire, on développe CyberArk en premier et éventuellement, avec le temps, on en ajoutera d'autres. Gardez quand même en tête, parce que c'est un peu le truc qui m'épate dans cette requête, c'est que si vous intégrez Control-M avec CyberArk,
ça signifie que CyberArk devient un single point of failure si jamais il est plus disponible. Parce que Control-M ne pourra pas aller chercher le secret pour aller faire le transfert de fichiers. Donc, enfin, ça mérite réflexion quand même pour une implémentation complète. Soyez sûr que CyberArk est en votre dispo. Enfin, je pense que Mathieu, tu valides. Je dis pas de bêtises. Non, non, je te dis pas de bêtises, non. Donc ça, Ok. c'est dans la phase numéro 2, donc pour la version 22 qui est prévue en février 2025. Donc il y aura une extension de cette intégration aux objets de type run as pour les jobs OS par exemple, et d'autres coffres-forts. Alors ce qui était présenté, c'était HashiCorp, mais bon, chez HashiCorp, ça bouge pas mal en ce moment, il y a eu du rachat, aussi le coffre-fort chez Azure. Tout n'est peut-être pas entériné, mais bon, le but c'est d'aller au-delà de CyberArk et de gérer le run as. Ok, donc je vais changer de sujet maintenant. Le dernier sujet, c'était le MFTE. Donc MFT, c'est le Managed File Transfer, et MFTE, c'est la même chose, mais étendu aux clients externes, au B2B, hein, aux échanges inter-entreprises. Donc quand on a MFTE, on a des composants supplémentaires qui s'appellent la gateway, donc c'est ce qu'on expose à l'extérieur, et puis le hub. Donc le hub, c'est lui qui reçoit les fichiers en bout de chaîne, d'accord, et qui est capable d'aller déclencher des règles, sans file watcher, sans job. C'est-à-dire qu'on décrit des règles de traitement des fichiers. Si le fichier se termine par .mp3, par exemple, on le supprime. Si c'est un fichier CSV qui vient de tel partenaire, on l'envoie au comptable, etc., etc. D'accord? Donc, ce qui existait depuis longtemps, c'est quand un client externe, un utilisateur externe dépose un fichier sur le hub, il y a une règle automatique de traitement. Le but étant d'aiguiller le fichier dans le bon workflow ou au bon utilisateur interne. D'accord? Donc il y Ça peut avait être eu un aussi webinaire MFTE. l'automatisation. Ouais, Ouais, excuse-moi, ça peut être aussi l'automatisation du scan du fichier par un antivirus avant justement de l'intégrer ouais, dans autre chose. exactement. Donc la nouveauté, c'est que maintenant, il y a davantage de règles de déclenchement automatique. C'est-à-dire, par exemple, un utilisateur interne se connecte au hub sur l'interface web du hub, il le download sur son poste de travail. Ça peut donner lieu à une règle, un traitement qui va se déclencher automatiquement. Ça peut être une commande, un script, c'est pas forcément un job control M, hein. Les deux nouveaux critères de déclenchement aussi, c'est quand un utilisateur interne, encore une fois un comptable, un responsable du recouvrement qui met à disposition pour la énième fois une facture à un client, dès qu'il dépose cette facture sur le hub, il y a une règle qui va se déclencher. Ça peut être notifier son manager comme quoi la relance a bien été faite, ou alors si vous déposez un PDF, on peut imaginer un traitement qui va rajouter un watermark confidentiel. Si c'est des fichiers texte, on peut déclencher un script qui va regarder s'il n'y a pas des données confidentielles, par exemple une adresse IP. Donc c'est une sécurité. Et puis l'autre nouveauté aussi, c'est quand le partenaire, le client externe récupère le fichier, ben, dès que le download a bien été effectué par lui, l'utilisateur interne peut être notifié. Donc ça va être l'objet de la démo. D'accord? Ouais. Je vais me lancer. Donc voici le use case. L'utilisateur interne, donc le comptable qui fait le recouvrement, dépose un fichier de facture à un client. Vous allez voir que le client est automatiquement notifié. Bon, ça c'est du classique, ça existait depuis longtemps. Il va recevoir un email dans lequel il y aura un lien pour qu'il puisse récupérer le fichier. La règle qui a été implémentée à droite, c'est dès que ce client aura downloadé le fichier, donc ça veut dire c'est comme un accusé de réception, l'utilisateur interne, le comptable, va être notifié que le fichier n'a pas été ignoré par le client. Donc, qu'il est au courant qu'il a des factures à payer.
D'accord? Donc c'est une règle de type file download. Je me lance. Alors là, on voit ton contrôle-M. Oui. Donc ici, quand on a MFT Enterprise, on a cette icône-là qui vient, d'accord? Ok, donc là on a le hub avec l'adresse HTTP interne pour le portail. Et puis pour les clients, les partenaires extérieurs, on a le hub externe, la gateway externe. La gateway, c'est en quelque sorte le proxy qui permet de faire passe-plat des fichiers, sans rien stocker, hein, bien sûr, entre Exactement. l'extérieur et le hub, qui est en fait un agent contrôle-M qui a été upgradé à statut de hub, en fait. Oui. Donc lui, la gateway, on la met en DMZ et elle expose un port HTTPS. Elle peut exposer, si vous souhaitez, du SFTP, de l'AS2 et éventuellement du FTP. Bon, c'est peut-être moins populaire, mais elle peut aussi exposer du FTP. Donc là, je suis un utilisateur interne. Alors, je pourrais faire un transfert SFTP, un transfert FTP avec FileZilla, mais bon, je suis comptable, je suis pas un expert de ces outils-là. Donc je vais me connecter avec mon compte. Donc j'ai accès à la liste des clients. Enfin, j'ai plein de clients, hein. Et je vais envoyer une facture à l'université. Voilà, université. Dans son dossier outgoing, upload un fichier. Je vais uploader facture. Hop. Voilà, ça a bien été uploadé. Impeccable. Maintenant, je suis le comptable à l'université. Donc là, je suis le client maintenant, hein. J'ai eu un email qui est arrivé. Le fichier facture.csv est disponible pour vous. OK. Là, je le récupère. Donc par ce lien, donc je vais aller sur le portail. Alors en version 21.3 ou 22, il y aura du SSO ici, d'une intégration SAML 2 pour les clients extérieurs, hein. Ce qui permettra d'éviter de mettre login et password si vous avez déjà quelque chose qui gère l'authentification. Exactement. Voire du multifacteur authentification. Si vous avez, je sais pas, Okta par exemple, Okta peut être en multifacteur. Donc voilà, j'ai mon fichier facture qui est arrivé. Je le download. OK. Et je vais surveiller ma messagerie Outlook parce que je devrais avoir une notification qui arrive bientôt. Voilà. Donc dans mon Outlook, bon, j'ai pas fait trop de customisation de l'email, hein. J'ai fait simple. Et voilà, un fichier a été téléchargé par université. D'accord? Donc là, Donc, la le, personne en le- interne est prévenue que le client externe est allé chercher son fichier. exactement, c'est un vrai accusé de réception. Il pourra pas dire qu'il n'avait pas reçu des factures. Donc là, on est sûr qu'il les a eues. D'accord? Nickel. Donc l'implémentation de la règle, bah, vous allez dans Rules ici, et puis il y a différents types de construction de règles. Euh, les miennes, elles sont là. Par exemple, Acknowledge, je l'ai appelé Acknowledge Download, tout simplement. Ce qui est pratique quand on garde l'action, c'est notification par email. C'est qu'il y a plein de variables internes à MFTE. Donc ça, c'est le nom du client, ça, c'est le nom complet du fichier. Et il y a plein d'actions, il y a plein d'actions disponibles. Euh, oh,
peut-être pas dans ce type, donc add action after, vous voyez, donc file opération, ça peut être déplacer un fichier, déclencher un job à CTRL-M, à folder CTRL-M, add event, c'est rajouter une dépendance à un job qui est en attente, par exemple, puis exécuter un script ou une commande toute simple. Je Donc ça, pense que pour rappel, hein, c'est disponible pour les clients qui ont déjà MFT, qui ont en plus le module MFT Enterprise. Donc il faut avoir les deux modules pour que ça marche, hein, bien évidemment. oui. Je ne sais pas si vous avez des Il n'y a questions. pas, il y a pas de questions dans le chat, donc on peut poursuivre. Ok, bah écoutez, il est 11h, 45, ouais, 42, on est 42. bien. J'ai un petit mot maintenant sur les prochains rendez-vous. Donc le 2 juillet, dans nos locaux à La Défense, on fait un atelier sur la migration SaaS. Alors c'est vraiment un gros focus sur le contrôle M Helix SaaS. Donc avec différents intervenants qui vont vous montrer l'architecture sécurisée SaaS, quelles sont les options qui sont incluses dedans. Par exemple, la MFT est inclus, il y a la partie site standard qui est incluse. Et puis comment, si pour les clients qui ont déjà contrôlé on-prem, comment se passe la transformation, la migration vers Helix SaaS. D'accord? Et donc j'en profite au passage pour rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous cherchons des bêta-testeurs sur archiving sur BMCLX Control M. Donc si vous êtes intéressé, faites-nous signe. Le 24 septembre, on aura notre BMC Control M Day. Donc là, il s'appelle Innovation Day. Donc vous avez déjà l'adresse, le lieu à Paris, compagnie 1837. Donc dans cette journée-là, on vous présentera la 21300 en démo. Retour d'expérience client, comme d'habitude, des sessions thématiques, donc des tables rondes comme un club utilisateur, vous pourrez discuter, échanger entre vous, un cocktail déjeunatoire. On aura la présentation de la roadmap. Mm. Bon, c'est le rendez-vous annuel classique pour tous les clients et aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas contrôlé mais qui voudraient savoir exactement comment il fonctionne ou quelles sont les nouveautés. Rencontrer des utilisateurs existants, bien entendu. Pour cette année, on a quelques petites nouveautés. On aura probablement des tables rondes avec comment dirais-je, on va faire un peu de la gamification. J'aime pas la terminologie anglo-saxonne. On va jouer, voilà. On est en train de l'organiser. Ça aura lieu. En fait, la semaine prochaine, c'est un peu comme Taylor Swift. On fait des concerts partout dans le monde. C'est organisé la semaine prochaine à Madrid et il y aura donc dans ce cadre de gamification la possibilité de gagner des Nintendo Switch, donc ce qui peut être intéressant si vous êtes joueur évidemment, ou si vous avez des gamins qui veulent avoir des consoles de jeu. Voilà. Donc restez connectés, il y aura des nouveautés, il y aura des emails et des invitations qui seront envoyées à droite à gauche. Ça arrive incessamment sous peu. Voilà. Et puis si vous avez des questions ultérieures après ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment, si vous souhaitez participer en tant que référent à l'Innovation Day, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Ça offre beaucoup d'avantages, le fait d'être très visible dans la communauté Contrôle M, bien entendu. Et puis le fait aussi de partager votre expérience peut donner des idées à d'autres clients ou résoudre des problèmes d'autres clients. Donc effectivement, on est à votre disposition pour toute question. Une fois de plus, ce webinaire est enregistré. Donc, il sera mis à disposition pour le replay très rapidement sur YouTube. Euh, N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de détails après ce webinaire. On est toujours là pour vous, enfin presque toujours parce qu'on dort de temps en temps. Ceci clôture notre webinaire technique. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous êtes aussi enthousiaste que nous sur cette évolution de Control M qui bouge très régulièrement. On aura d'autres webinaires qui vont suivre. On a notamment, corrige-moi Mathieu, un webinaire sur MFT supplémentaire qui va être délivré. Et on a un autre sujet qui est dans la boucle, rappelle-moi. C'est moi j'ai un blanc. Non, je ne sais pas trop, à partir de septembre, il y avait différents sujets, en refaire Ouais, un sur SAP par exemple.
Oui, on réfléchissait sur SAP. Après, une fois de plus, si vous avez des idées de webinaires et des sujets qui vous intéressent, on est prêt à s'adapter et à creuser pour vous. Encore une fois, merci pour votre attention et votre participation. Passez tous une excellente journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Merci Mathieu. au revoir.